Jack London. Cro-Blanc. Le paria. Lip-Lip continuait à assombrir les jours de Cro-Blanc. Celui-ci en devint plus méchant et plus féroce qu'il ne l'eût été de sa nature. Il acquit, parmi les animaux hommes eux-mêmes, une réputation déplorable. S'il y avait quelque part dans le camp du trouble et des rumeurs, des cris et des batailles, ou si une femme se lamentait pour un morceau de viande qu'on lui avait volé, on était sûr de trouver Cro-Blanc mêlé à l'affaire. Les animaux hommes ne s'inquiétèrent pas de rechercher les causes de sa conduite. Ils ne virent que les effets, et les effets étaient mauvais. Il était pour tous un perfide voleur, un mécréant qui ne songeait qu'à mal faire, un perturbateur endurci. Tandis qu'il les regardait d'un air narquois et toujours prêt à fuir sous une grêle éventuelle de cailloux, les femmes irritées ne cessaient de lui répéter qu'il était un loup, un indigne loup, destiné à faire une mauvaise fin. Il se trouva de la sorte proscrit parmi la population du camp. Tous les jeunes chiens suivaient envers lui la conduite de Lip-Lip et joignaient leur persécution à celle de son ennemi. Peut-être sentait-il obscurément la différence originelle qui le séparait d'eux, sa naissance dans la forêt sauvage, et cédait-il à cette inimitié instinctive que le chien domestique éprouve pour le loup. Quoi qu'il en soit, une fois qu'ils se furent déclarés contre Cro-Blanc, ce fut désormais chose réglée, et leurs sentiments ne se modifièrent plus. Les uns après les autres, ils connurent la morsure de ses dents, car il donnait plus qu'il ne recevait. En combat singulier, il était toujours vainqueur, mais ses adversaires lui refusaient le plus qu'ils pouvaient ce genre de rencontre. Dès qu'il entrait en lutte avec l'un d'eux, c'était le signal pour tous les jeunes chiens d'accourir et de se jeter sur lui. De la nécessité de tenir tête à cette coalition, Cro-Blanc tira des enseignements utiles. Il apprit comment il convenait de se conduire pour résister à une masse d'assaillants, tout en causant à un adversaire séparé le plus de dommages dans le plus bref délai. Rester debout sur ses pattes au milieu du flot ennemi était une question de vie ou de mort, et il se pénétra bien de cette idée. Il se fit souple comme un chat. Même de grands chiens pouvaient le heurter, par derrière ou de côté, de toute la force de leur corps lourd. Soit qu'il fût projeté en l'air, soit qu'il se laissât glisser sur le sol. Il se retrouvait toujours debout, solidement ancré à notre mère la terre. Lorsque les chiens combattent, ils ont coutume, pour annoncer la bataille, de gronder, de hérisser le poil de leur dos et de raidir leurs pattes. Cro-Blanc s'instruisit à supprimer ces préambules. Tout délai dans l'attaque signifiait pour lui l'arrivée de la meute entière. Aussi s'abstenait-il de donner aucun avertissement. Il fonçait droit sur l'ennemi sans lui laisser le temps de se mettre en garde, le mordait, déchirait, lacérait en un clin d'œil. Un chien avait ses épaules déchiquetées et ses oreilles mises en ruban avant de savoir même ce qui lui arrivait. Ainsi surpris, le chien était en outre aisément renversé, et un chien renversé expose fatalement à son adversaire le dessous délicat de son cou, qui est le point vulnérable où se donne la mort. C'était une opération que des générations de loups-chasseurs avaient enseignée à Cro-Blanc. Comme il n'avait pas atteint le terme de sa croissance, ses crocs n'étaient pas encore assez longs ni assez forts pour lui permettre de réussir ce genre d'attaque par ses seuls moyens. Mais beaucoup de jeunes chiens étaient venus au camp avec un cou déjà entamé et à demi ouvert. Si bien qu'un jour, s'attaquant à l'un de ses ennemis sur la lisière de la forêt, il le renversa les pattes en l'air, le traîna sur le sol et, lui coupant la grosse veine du cou, lui prit la vie. Il y eut ce soir-là une grande rumeur dans le camp. Cro-Blanc avait été vu et son méfait fut rapporté au maître du chien mort. Les femmes se remémorèrent les diverses circonstances des viandes volées et Castor Gris fut assiégé par un concert de voix furieuses. Mais il défendit résolument l'entrée de sa tente où il avait mis Cro-Blanc à l'abri et refusa envers et contre tous le châtiment du coupable. Cro-Blanc fut donc haï des chiens et haï des hommes. Durant tout le temps de sa croissance, il ne connut jamais un instant de sécurité. Menacé par la main des uns et par les crocs des autres,
Il n'était accueilli que par les grondements de ses congénères, par les malédictions et par les coups de pierre de ses dieux. Le regard scrutant l'horizon tout autour de lui, il était sans cesse aux aguets, alerte à l'attaque ou à la riposte, prêt à bondir en avant en faisant luire l'éclair de ses dents blanches ou à sauter en arrière en grondant. Et, quand il grondait, nul chien dans le camp, jeune ou vieux, ne pouvait rivaliser avec lui. Dans son grondement, il incorporait tout ce qui peut s'exprimer de cruel, de méchant et d'horrible. Avec son nez serré par des contractions ininterrompues, ses poils qui se hérissaient en vagues successives, sa langue qu'il sortait et rentrait et qui était pareille à un rouge serpent, avec ses oreilles couchées, ses prunelles étincelantes de haine, ses lippes retournées et les crochets découverts de ses crocs, il apparaissait à ce point diabolique qu'il pouvait compter pour quelques instants sur un arrêt net de n'importe lequel de ses assaillants. Bien entendu, il savait tirer parti de cet arrêt. Aussi bien cette hésitation dans l'attaque se transformait-elle souvent, même chez les gros chiens, épouvantés, en une honorable retraite. Toute la troupe des jeunes chiens était tenue par lui responsable des persécutions isolées dont il était l'objet. Et, puisqu'il ne l'avait pas admis à courir en leur compagnie, Cro-Blanc, en retour, ne permettait pas à un seul d'entre eux de s'isoler de ses compagnons. Sauf Lip-Lip, ils étaient tous contraints de demeurer collés les uns aux autres afin de pouvoir, le cas échéant, se défendre mutuellement contre l'implacable ennemi qu'ils s'étaient fait. Un petit chien rencontré seul hors du camp par le louveteau était un petit chien mort ou, s'il échappait, c'était à grande peine poursuivi par Cro-Blanc jusqu'au milieu des tentes en hurlant de terreur et en ameutant bêtes et gens. Le louveteau finit même par attaquer les jeunes chiens, non pas seulement quand il les trouvait isolés, mais aussi quand il les rencontrait en troupe. Alors, dès que le bloc fonçait sur lui, il prenait prestement la fuite et distançait sans peine ses adversaires. Mais dès que l'un de ceux-ci, emporté par le feu de la chasse, dépassait les autres poursuivants, Cro-Blanc se retournait brusquement et lui réglait son affaire. Puis il détalait à nouveau. Le stratagème ne manquait jamais de réussir, car les jeunes chiens s'oubliaient sans cesse, tandis que le louveteau demeurait toujours maître de lui. Cette petite guerre n'avait ni fin ni trêve. Elle était devenue, pour les jeunes chiens, une sorte d'amusement mortel. Cro-Blanc, qui connaissait mieux que le Wild, se plaisait à les entraîner à travers les bois qui avoisinaient le camp. Là, ils ne tardaient pas à s'égarer et se livraient à lui par leurs cris et leurs appels, tandis qu'il courait, silencieux, à pas de velours, comme une ombre mobile parmi les arbres, à la manière de son père et de sa mère. Un autre de ses tours favoris consistait à faire perdre sa trace au petit chien en traversant quelques cours d'eau. Parvenu sur l'autre rive, il s'étendait tranquillement sous un buisson et se divertissait en écoutant les cris de déception qui ne manquaient pas de s'élever. Dans cette situation d'hostilité perpétuelle avec tous les êtres vivants, toujours attaqués ou attaquants et toujours indomptables, le développement spirituel de Cro-Blanc était rapide et unilatéral. L'état dans lequel il se trouvait n'était pas un sol favorable pour faire fleurir affection et bonté. C'était là sentiment dont le louveteau n'avait pas la moindre lueur. Le seul code qui lui avait été enseigné était d'obéir au fort et d'opprimer le faible. Castor-Gris était un dieu et un fort. Par conséquent, Cro-Blanc lui obéissait. Mais les chiens plus jeunes que lui ou moins vigoureux étaient des faibles, c'est-à-dire une chose bonne à détruire. Son éducation avait pour directive le culte du pouvoir. Il se fit plus vif dans ses mouvements que les autres chiens du camp, plus rapide à courir, plus alerte, avec des muscles et des nerfs de fer, plus rusé et plus intelligent. Il était nécessaire qu'il devînt tout cela pour qu'il pût résister et survivre à l'ambiance ennemie qui l'enveloppait.
La piste des dieux. À la chute de l'année, quand les jours furent devenus plus courts et que la morsure du froid eut reparu dans l'air, Cro-Blanc trouva l'occasion de reprendre sa liberté qu'il avait toujours cherchée. Depuis plusieurs jours, il y avait un grand brouhaha dans le camp. Les tentes avaient été démontées et la tribu, avec armes et bagages, s'apprêtait à aller chercher un autre terrain de chasse. Cro-Blanc surveillait avec des yeux ardents ce remue-ménage inaccoutumé, et lorsqu'il vit les tentes abattues et pliées, les pirogues amenées au rivage et chargées, il comprit de quoi il s'agissait. Déjà, un certain nombre de pirogues s'étaient éloignées du bord et quelques-unes avaient disparu au tournant du fleuve, lorsque, très délibérément, le louveteau se résolut à demeurer en arrière. Il attendit un moment propice pour se glisser hors du camp et gagner les bois. Afin de dissimuler sa piste, il entra dans le fleuve où la glace commençait à se former, puis, après en avoir pendant quelque temps suivi la rive en nageant, il se blottit dans un épais taillis et attendit. Les heures passèrent et il les occupa à faire quelques sommes. Il dormait quand il fut réveillé soudain par la voix de Castor Gris qui l'appelait par son nom. D'autres voix se joignirent à celle de son maître, et il entendit que la femme de l'Indien prenait part à la recherche, ainsi que Mit-Sah, fils de Castor Gris. Cro-Blanc tremblait de peur, mais quoiqu'une impulsion intérieure le poussât à sortir de sa cachette, il ne bougea point. Bientôt les voix moururent au loin, et après une nouvelle attente de plusieurs heures, le louveteau rampa hors du taillis afin de se réjouir librement du succès de son entreprise. Il se mit à jouer et à gambader autour des arbres. Cependant, l'obscurité venait, et voilà que, tout à coup, il eut conscience de sa solitude. Il s'assit sur son derrière et se prit à réfléchir, écoutant le vaste silence de la forêt. Un trouble inconnu l'envahit. Il sentait le péril partout en embuscade autour de lui, un péril invisible et insoupçonné qui se cachait dans l'ombre noire des troncs d'arbres énormes. Il faisait froid aussi, et il n'y avait plus ici les chauds recoins d'une tente où se réfugier. Le froid lui montait dans les pattes, et il s'efforçait de s'en garder en les levant successivement l'une après l'autre, ou bien il recourbait sur elles sa queue touffue pour les couvrir. Tout ensemble repassait dans sa mémoire une succession d'images qui s'y étaient imprimées. Il revoyait le camp, ses tentes et la lueur des feux. Il entendait les voix stridentes des femmes, les basses grondantes des hommes et les aboiements des chiens. Il avait faim, et il se souvenait des morceaux de viande et de poisson qu'on lui jetait. Ici, pas de viande, rien que l'inexprimable et menaçant silence. Son esclavage l'avait amolli. En perdant le sens des responsabilités, il s'était affaibli et ne savait plus comment se gouverner. Au lieu du bruissement de la vie coutumière, silence et nuit l'étreignaient. Il en était tout paralysé. Qu'allait-il advenir? Il frissonna. Quelque chose de colossal et de formidable venait de traverser le champ de sa vision. C'était l'ombre d'un arbre, projeté par la lune, dont la face s'était dégagée des nuages qui la voilaient. Il se rassura et gémit doucement. Puis, il tut son gémissement, de peur que celui-ci n'éveillât l'attention du péril embusqué autour de lui. Contracté par le froid de la nuit, un autre arbre fit entendre un craquement violent. C'était directement au-dessus de sa tête. Il glapit de frayeur et une panique folle le saisit. De toutes ses forces, il courut vers le camp. Un invincible besoin de la protection et de la société de l'homme s'emparait de lui. La senteur de la fumée des feux emplissait ses narines. Dans ses oreilles bourdonnaient les sons et les cris coutumiers. Il sortit enfin de la forêt, de son obscurité et de ses ombres, pour parvenir à un terrain découvert qu'inondait le clair de lune. Des yeux, il y chercha vainement le camp. Il avait oublié. Le camp était parti. Il s'était brusquement arrêté de courir. Car où aller maintenant?
Il erra, lamentable et abandonné, sur l'emplacement déserté où s'étaient élevées les tentes, flairant les tas de décombres et les détritus laissés par les dieux. Combien il se fut réjoui d'une volée de pierres lancée sur lui par une femme irritée. Combien heureux eût-il été de la lourde main de Castor Gris s'abattant sur lui pour le frapper. Même Lip Lip eût été le bienvenu, et avec lui les grondements de la troupe entière des chiens. Il arriva ainsi à la place de la tente de Castor Gris, et, au beau milieu du sol, il s'assit, puis pointa son nez vers la lune. Parmi les spasmes qui lui contractaient le gosier, il ouvrit sa gueule béante, et une clameur en jaillit qui venait de son cœur brisé, qui disait sa solitude et son effroi, son chagrin d'avoir perdu Quicheux, toutes ses peines et toutes ses misères passées, et aussi son appréhension des dangers de demain. Ce fut pour la première fois le long et lugubre hurlement du loup, lancé par lui à pleine gorge. L'aube du jour dissipa une partie de ses craintes, mais accrut le sentiment de sa solitude par le spectacle de la terre nue qui s'étendait autour de lui. Sa résolution fut bientôt arrêtée. Il s'enfonça à nouveau dans la forêt et, suivant la rive du fleuve, il entreprit d'en descendre le cours. Il courut toute la journée sans prendre aucun repos. Son corps de fer ignorait la fatigue et semblait créé pour courir toujours. Une hérédité d'endurance rendait possible au louveteau un effort sans fin et lui permettait d'imposer à sa chair, même meurtrie, de marcher quand même en avant. Là où le fleuve se resserrait entre des falaises abruptes, il les contournait pour en atteindre le sommet. Il traversait à gué ou à la nage les affluents qu'il rencontrait, rivières et ruisseaux. Souvent, il se risquait à suivre la glace qui commençait à se former en bordure de la rive. Parfois, il lui arrivait de passer à travers, et il lui fallait lutter contre le courant pour n'être point noyé. Sa pensée demeurait fixée sur la piste des dieux. Sa seule crainte était qu'ils n'eussent quitté le bord du fleuve pour s'enfoncer dans l'intérieur des terres. Cro-Blanc était d'une intelligence au-dessus de la moyenne de celle de son espèce. Cependant, sa conception mentale n'était pas assez formée pour se porter sur l'autre rive du Mackenzie. Que serait-il advenu si la piste des dieux s'était poursuivie de ce côté? Pas un moment cette idée ne pénétra le cerveau du louveteau. Plus tard, quand il eut voyagé davantage à travers le monde, quand il eut acquis plus d'âge et d'expérience et connu plus de pistes et de fleuves, il n'eût pas manqué de songer à cette éventualité et de s'en inquiéter. À cette heure, il allait en aveugle, ne faisant entrer en ligne de compte dans ses calculs que la rive seule du Mackenzie sur laquelle il se trouvait. Toute la nuit encore il courut, butant dans l'obscurité contre des obstacles qui le retardaient sans l'arrêter. Vers le milieu du second jour, son corps, si dur qu'il fût, commença à fléchir. Sa volonté le soutenait seul. Il courait depuis 30 heures et n'avait pas mangé depuis 40, ce qui diminuait ses forces. Ses plongées répétées dans l'eau glacée avaient terni comme un vieux feutre sa magnifique fourrure. Les larges coussinets de ses pieds étaient meurtris et saignés. Il s'était mis à boiter, et sa boiterie augmentait d'heure en heure. Pour comble de malheur, le ciel s'obscurcit et la neige commença brutalement à tomber, à la fois cinglante et fondante, glissante sous les pieds et lui cachant la vue du paysage qu'il traversait. Sa marche en fut encore retardée. Cette nuit-là, Castor Gris avait décidé de camper sur la rive opposée du Mackenzie. Mais un peu avant la nuit, un élan, qui était venu boire dans le fleuve sur cette même rive que suivait Cro-Blanc, avait été aperçu par Kiukouch, la femme de Castor Gris. Si la bête n'était pas venue boire, si Mitsa n'avait pas gouverné en longeant la terre à cause de la neige, si Cloucouche n'avait pas vu l'animal et si Castor Gris ne l'avait pas tué d'un heureux coup de fusil, les faits qui en résultèrent eussent pris un autre cours. Le louveteau, ne trouvant pas l'Indien, aurait passé outre et s'en serait allé plus loin, soit pour mourir, soit pour retrouver sa voie vers ses frères sauvages et redevenir un des leurs, c'est-à-dire un loup, jusqu'au terme de ses jours. La nuit était tout à fait tombée.
La neige descendait plus épaisse, et Cro-Blanc geignait à mi-voix, en trébuchant et boitant de plus en plus, lorsqu'il rencontra, sur le sol blanc, une piste fraîche. Elle était si fraîche que nul doute n'était possible sur son origine. Retrouvant toute son ardeur, il la suivit du bord du fleuve jusque parmi les arbres. Les bruits du campement ne tardèrent pas à frapper ses oreilles, et bientôt il vit la lueur du feu, Clou-Couche en train de faire la cuisine, et Castor-Gris accroupi, qui mordait dans un gros morceau de suif cru. Il y avait de la viande fraîche dans le camp. Le louveteau s'attendait à être battu. Il se tapit par terre à cette pensée, et ses poils se hérissèrent légèrement, mais il avança quand même. Il craignait et détestait le châtiment qu'il savait lui être réservé. Mais il savait aussi que le confort du feu l'attendait, et la protection des dieux, et la société des chiens, société d'ennemis sans doute, société cependant, qui était ce à quoi surtout il aspirait. Il s'avança donc, contracté sur lui-même, faisant des courbettes et se traînant sur son ventre, jusqu'à la lumière du foyer. Castor-Gris l'aperçut et s'arrêta de mâcher son suif. Cro-Blanc rampa droit vers lui, la tête basse, dans toute l'abjection de sa honte et de sa soumission. Chaque pouce de terrain que gagnait son ventre se faisait plus lent et plus pénible. Finalement, il se coucha aux pieds du maître, en la possession duquel il s'abandonnait corps et âme. De sa propre volonté, il était venu s'asseoir, livrer sa liberté. Le louveteau tremblait en attendant le châtiment qui allait immanquablement tomber sur lui. Il y eut, au-dessus de sa tête, un mouvement de la main de Castor-Gris. Il se courba d'un geste instinctif. Le cou ne s'abattit pas. Alors, il se risqua à lever son regard. Castor-Gris séparait en deux le morceau de suif. Castor-Gris lui offrait un des deux morceaux. Très doucement, et non sans quelque défiance, il flaira d'abord le suif, puis le mangea. Castor-Gris ordonna de lui apporter de la viande, et, tandis qu'il mangeait, le garda contre les autres chiens. Ainsi repu, Cro-Blanc s'étendit aux pieds de Castor-Gris, regardant avec amour le feu qui le réchauffait, clignant des yeux et, tout somnolent, certain désormais que le lendemain ne le trouverait pas errant à l'abandon, à travers la noire forêt, mais dans la compagnie des animaux hommes et côte à côte avec les dieux auxquels il s'était donné. Le pacte. À la fin de décembre, Castor-Gris entreprit un voyage sur la glace du fleuve Mackenzie, accompagné de Mítsa et de Clou-Couche. Pour lui-même et pour sa femme, il prit la conduite d'un premier traîneau tiré par les gros chiens. Un second traîneau, plus petit, fut confié à Mítsa, et les jeunes chiens y furent attelés. Ce traîneau était un jouet plutôt qu'autre chose, et cependant il faisait les délices de Mítsa, qui commençait ainsi à jouer son rôle dans le monde et en était tout fier. À son tour, il apprenait à conduire les chiens et à les dresser. Le petit traîneau n'était pas d'ailleurs sans avoir son utilité, car il portait près de 200 livres de bagages et de nourriture. Le louveteau avait vu les chiens du camp travailler sous le harnais. Aussi ne fut-il point trop effarouché lorsqu'on l'attela pour la première fois. On lui passa autour du cou un collier embourré de mousse et que deux lanières reliaient à une courroie qui se croisait sur sa poitrine et sur son dos. À cette courroie était attachée une longue corde qui servait à tirer le traîneau. 6 autres chiens composaient l'attelage avec lui. Ils étaient nés au début de l'année et, par conséquent, âgés de 9 à 10 mois, tandis que le louveteau n'en comptait que 8. Chaque bête était reliée au traîneau par une corde indépendante fixée à un anneau. Il n'y avait pas de corde de la même dimension, et la différence de longueur de chacune d'elles correspondait, au minimum, à la longueur du corps d'un chien. Le traîneau était un toboggan, en écorce de bouleau, et son avant se relevait, comme fait la pointe d'un sabot, afin de l'empêcher de plonger dans la neige.
La charge était répartie également sur toute la surface du véhicule, d'où les chiens rayonnaient en éventail. La différence de longueur des cordes empêchait les chiens de se battre entre eux, car celui qui aurait voulu le faire ne pouvait s'en prendre utilement qu'aux chiens qui le suivaient, et en se retournant vers lui, il s'exposait en même temps au fouet du conducteur, qui n'eût point manqué de le cingler en pleine figure. S'il prétendait au contraire attaquer le chien qui le précédait, il tirait vivement le traîneau, et, comme le chien poursuivi en faisait autant pour n'être point atteint, tout l'attelage entraîné par l'exemple accélérait son allure. Mitsa était comme son père, un homme sage. Il n'avait pas été sans remarquer les persécutions dont Cro-Blanc était victime de la part de Lip-Lip. Mais alors Lip-Lip avait un autre maître, et Mitsa ne pouvait faire plus que de lui lancer quelques pierres. Ayant acquis maintenant Lip-Lip, il commença à assouvir sur lui sa vengeance en l'attachant au bout de la plus longue corde. Lip-Lip en devint du coup le chef de la troupe. C'était en apparence un honneur. En réalité, loin de commander aux autres chiens, il devenait le but de leur persécution et de leur haine. La troupe ne voyait de lui en effet que le large panache de sa queue et ses pattes de derrière qui détalaient sans répit, spectacle beaucoup moins intimidant que n'était auparavant celui de sa crinière hérissée et de ses crocs étincelants. En l'apercevant toujours dans cette posture, les chiens ne manquèrent pas, dans leur raisonnement, de conclure qu'il avait peur d'eux et qu'il les fuyait, ce qui leur donna immédiatement l'envie de lui courir sus. Dès l'instant où le traîneau s'ébranla, tout l'attelage partit aux trousses de Lip-Lip en une chasse effrénée et qui dura le jour entier. Vexé dans sa dignité offensée et plein de courroux, il avait été tenté d'abord de se retourner vers ses poursuivants. Mais chaque fois qu'il l'essayait, le fouet de caribou long de 30 pieds que maniait Mitsa lui cinglait la figure, le contraignant à reprendre sa place et à repartir au triple galop. Lip-Lip aurait pu faire face à la troupe des chiens, mais il ne pouvait affronter ce fouet terrible qui ne lui laissait d'autre alternative que de garder sa corde tendue et ses flancs à l'abri des dents de ses compagnons. Une ruse encore meilleure vint à l'esprit du jeune Indien. Afin d'activer cette poursuite sans fin du chef de file, Mitsa se mit à favoriser Lip-Lip aux dépens des autres chiens, ce qui aiguisait leur haine et leur jalousie. Il lui donnait de la viande en leur présence et n'en donnait qu'à lui seul. Ils en devenaient fous furieux. Tandis que Lip-Lip mangeait protégé par le fouet de Mitsa, il faisait rage autour de lui. Même s'il n'y avait pas de viande, Mitsa tenait les chiens à distance et leur laissait croire qu'il en distribuait à Lip-Lip. Quant à Cro-Blanc, il avait pris tranquillement son travail. La course qu'il avait couverte quand il était revenu s'abandonner aux dieux était plus grande que celle qu'on lui imposait maintenant, et, mieux que les autres jeunes chiens, il avait conscience de l'inutilité de la révolte. Les persécutions qu'il avait supportées de la part des chiens n'avaient fait que le rejeter davantage vers l'homme. Quicheux était oublié, et sa principale préoccupation était désormais de se rendre favorable au Dieu qu'il avait accepté pour maître. Aussi trimait-il dur, se pliant à la discipline qu'on exigeait de lui, et toujours prêt à obéir. Bon vouloir et fidélité sont les caractéristiques du loup et du chien sauvage quand ils se sont domestiqués, et le louveteau possédait ces qualités au suprême degré. Sauf pendant le travail, il ne frayait pas avec le reste de l'attelage. Il se souvenait des mauvais traitements anciens, quand Lip-Lip ameutait contre lui ses petits compagnons. C'était à cette heure, au tour de Lip-Lip de ne plus oser s'aventurer loin de la protection des dieux, et dès qu'il s'écartait de Castor Gris, de Mitsa ou de Cloucouche, tous les chiens lui tombaient dessus. À ce spectacle, Cro-Blanc savourait pleinement sa vengeance. Il n'avait pas davantage pardonné aux autres chiens qu'il prenait plaisir à rosser à toute occasion, appliquant dans son intégralité la loi, opprimer le faible et obéir au fort. Aucun d'eux, même le plus hardi, n'osait plus essayer de lui voler sa viande. Bien au contraire, ils dévoraient tous précipitamment leur propre repas, dans la crainte que le louveteau ne vînt le leur ravir. Lui, de son côté,
mangeait sa part le plus rapidement qu'il pouvait, et malheur alors au chien qui n'avait pas encore terminé. Un grondement et un éclair de croc, et ce chien était libre de confier son indignation aux impassibles étoiles, tandis que Cro-Blanc finissait la viande à sa place. Ainsi le louveteau se fit à lui-même un orgueilleux isolement. Les récalcitrants, s'ils s'en trouvaient, étaient férocement mis au pas. Aussi sévère que celle des dieux était la discipline imposée par Cro-Blanc à ses compagnons. Il exigeait d'eux le plus absolu respect, tenant pour crime l'esquisse même d'une résistance. Bref, il était devenu un monstrueux tyran, et, tant que dura le voyage, sa situation parmi les autres chiens, petits ou grands, fut fort enviable. Plusieurs mois s'écoulèrent, et Castor Gris continuait son voyage. Les forces du louveteau s'étaient accrues par les longues heures passées à courir sur la neige en tirant le traîneau, et l'éducation de son esprit s'était également parfaite. Il avait entièrement parcouru le cercle du monde au milieu duquel il vivait, et la notion qui lui en demeurait était toute matérielle et dénuée d'idéal. Le monde avait achevé de lui apparaître féroce et brutal, un monde où n'existait ni affection ni caresse, un monde sans chaleur pour les cœurs et sans charme pour l'esprit. Il ne ressentait pas d'affection pour Castor Gris. C'était un dieu, il est vrai, mais un dieu sauvage entre tous, qui jamais ne caressait ni ne prononçait une bonne parole. Cro-Blanc, sans doute, était heureux de reconnaître sa suprématie physique, sous l'égide de laquelle il était venu du Wild pour s'abriter. Mais il subsistait en sa nature des profondeurs insondées que Castor Gris avait toujours ignorées. L'Indien administrait la justice avec un gourdin. Il récompensait le mérite, non par une bienveillante caresse, mais simplement en ne frappant pas. Et cette main de l'animal homme, qui eût pu lui être si douce, ne semblait au louveteau qu'un organe fait pour distribuer pierres, claques, coups de fouet et de bâton, pinçons et tiraillements douloureux du poil et de la chair. Plus cruelle encore que la main des hommes était celle des enfants, lorsqu'il rencontrait des bandes de ceux-ci dans les campements d'Indiens que croisait la caravane. Une fois même, il avait failli avoir un œil crevé par un flageolant et titubant papouze. Depuis lors, il ne pouvait tolérer les enfants. Dès qu'il les voyait accourir vers lui avec leurs mains de mauvais augure, il se hâtait de s'échapper. Peu après cette aventure, dans un campement voisin du grand lac de l'Esclave, il commit sa première infraction à la loi, qu'il avait apprise de Castor Gris, que le plus impardonnable des crimes était de mordre un des dieux. Selon l'usage, admis pour tous les chiens, il s'en allait fourrager à travers le campement afin de chercher sa nourriture. Un garçon découpait à l'aide d'une hache de la viande d'élan congelée, et les éclats envolés dans la neige. Cro-Blanc, s'étant arrêté, commença à se repaître de ses débris. Mais ayant remarqué que le garçon avait déposé sa hache et s'était saisi d'un gros gourdin, il sauta en arrière juste à temps pour éviter le coup qui s'abattait sur lui. Le garçon le poursuivit et, comme il était étranger dans le camp, le louveteau, ne sachant où se réfugier, se trouva bientôt acculé entre deux tentes contre un haut talus de terre. Il n'y avait pour lui aucune issue que le passage entre deux tentes gardées par l'Indien. Celui-ci, le gourdin levé, s'avançait déjà prêt à frapper. Cro-Blanc était furieux. Il connaissait la loi de maraude qui voulait que tous les déchets de viande appartinssent aux chiens qui les trouvaient. Il n'avait rien fait de mal, ni rompu la loi. Et cependant ce garçon était là, prêt à le battre. À peine se rendait-il compte lui-même de ce qui arrivait. Ce fut un sursaut de rage. Le garçon ne le sut pas davantage, sinon qu'il se trouva culbuté dans la neige, avec sa main qui tenait le gourdin, largement déchiré par les dents du louveteau. En agissant ainsi, Cro-Blanc n'ignorait pas qu'il avait rompu à son tour la loi des dieux. Il avait enfoncé ses crocs dans la chair sacrée de l'un d'eux et n'avait rien à attendre qu'un terrible châtiment. Il s'enfuit près de Castor Gris et s'alla coucher derrière ses jambes dès qu'il vit arriver le garçon mordu qui réclamait vengeance accompagné de sa famille. Mais les plaignants durent s'en aller sans être satisfaits. Castor Gris, Mitsa et Cloucouche
prirent la défense du louveteau. Cro-Blanc écoutait la bataille des mots et surveillait les gestes irrités des deux parties. Et il apprit ainsi non seulement que son acte était justifié, mais aussi qu'il y a Dieu et Dieu. Ici étaient ces dieux, et là en étaient d'autres, qui n'étaient point les mêmes. Des premiers, il devait tout accepter, justice ou injustice, c'était tout comme, mais des seconds, il n'était pas forcé de subir ce qui était injuste. C'était son droit, en ce cas, de leur répondre avec ses dents. Cela aussi était une loi des dieux. Le jour n'était pas terminé que Cro-Blanc en apprit davantage sur cette loi. Mitsa était seul dans la forêt, en train de ramasser du bois pour le feu, lorsqu'il se rencontra avec le garçon qui avait été mordu. Des mots grossiers furent échangés. Bientôt, d'autres garçons étant accourus, ils attaquèrent tous Mitsa. Le combat fut dur pour lui, et il recevait des coups de droite et de gauche. D'abord, Cro-Blanc regarda en simple spectateur ce qui se passait. C'était une affaire de Dieu qui ne le concernait pas. Puis il comprit que Mitsa était un de ces dieux particuliers que l'on maltraitait. Par une impulsion immédiate, il bondit au milieu des combattants. 5 minutes après, le paysage était couvert de garçons en fuite, et le sang qui coulait des blessures de plusieurs d'entre eux, rougissant la neige, témoignait que les dents du louveteau n'avaient pas été inactives. Lorsque de retour à la tente, Mitsa raconta l'aventure, Castor Gris ordonna que de la viande fût donnée à Cro-Blanc, beaucoup de viande. Gorgé, le louveteau s'endormit devant le feu et sut que la loi qu'il avait apprise quelques heures auparavant avait été vérifiée. D'autres conséquences résultaient de cette loi. De la protection du corps de ces dieux à celle de leurs biens, il n'y avait qu'un pas qui fut vite franchi par le louveteau. Il devait défendre ce qui appartenait à ces dieux, dût-il même mordre les autres dieux, quoique ce fût là un acte sacrilège en soi. Les dieux sont tout-puissants, et un chien est incapable de lutter contre eux. Cro-Blanc, cependant, avait appris à leur tenir tête, à les combattre fièrement et sans crainte. Le devoir s'élevait au-dessus de la peur. Il y avait d'autre part des dieux poltrons, et tels étaient ceux qui venaient voler le bois de son maître. Le louveteau connut quel temps s'écoulait entre son appel d'alarme et l'arrivée à l'aide de Castor Gris. Il comprit aussi que c'était la peur de l'Indien, plus encore que la sienne, qui faisait sauver le voleur. Quant à lui, il fonçait droit sur l'intrus et entrait ses dents où il pouvait. Son goût pour la solitude et son éloignement instinctif des autres chiens le désignaient d'eux-mêmes pour ce rôle de gardien des biens de Castor Gris, qui l'entraîna et le dressa à cet emploi. Il n'en devint que plus revêche et plus sauvage encore. Ainsi se scellaient et se précisaient les termes du contrat signé par Cro-Blanc avec l'homme. Contre la possession d'un dieu de chair et de sang, il échangeait sa propre liberté. Nourriture et feu, protection et société étaient au premier rang des dons qu'il recevait du dieu. En retour, il gardait les biens du dieu, défendait sa personne, travaillait pour lui et lui obéissait. Quiche même était devenu un souvenir du passé. Le louveteau, pour se livrer à l'homme, avait abandonné à tout jamais la liberté, le wild et sa race. S'il lui arrivait de rencontrer Quicheux, les termes du contrat lui interdiraient de la suivre. C'était un devoir qu'accomplissait Cro-Blanc envers le dieu qui était le sien. Mais dans ce devoir n'entrait pas d'amour. L'amour était un sentiment qu'il continuait à ignorer. La famine. Le printemps était proche lorsque Castor Gris termina son voyage. On était en avril et Cro-Blanc comptait un an d'âge quand il retrouva le campement de la tribu et fut délivré de ses harnais par Mitsa. Quoiqu'il ne fût pas encore au terme de sa croissance, le louveteau était, exception faite de Lip-Lip, le plus formé parmi les jeunes chiens du campement. De son père loup et de Quicheux, il avait hérité force et stature,
et déjà son corps dépassait en longueur celui des chiens adultes. Mais il n'était pas encore large en proportion, et ses formes demeuraient minces et élancées, avec une vigueur plus nerveuse que massive. La fourrure de Cro-Blanc était du vrai gris des loups, et il était en apparence un vrai loup lui-même. Le quart de sang de chien qui lui venait de Quicheux, s'il avait sa part marquée dans sa mentalité, n'avait pas sensiblement influencé son aspect physique. Le louveteau, vagabondant à travers le campement, s'amusa fort à retrouver les divers dieux qu'il avait connus avant son long voyage. Puis il y avait les chiens, les petits qui avaient grandi comme lui-même, et les grands, qui ne lui paraissaient plus maintenant aussi grands ni aussi formidables que sa mémoire les lui représentait. Aussi n'en eut-il pas peur comme autrefois, se promenant au milieu d'eux avec un air dégagé, tout nouveau et qui lui parut délicieux. Parmi les vieux chiens se trouvait un certain Bassec, au poil grisonnant, qui jadis n'avait qu'à découvrir ses dents pour le faire fuir au loin, rampant et couchant. Cro-Blanc, dans ses jeunes jours, avait connu par lui combien il existait peu. Par lui maintenant, il se rendait compte du changement survenu dans son développement et dans sa force, tandis que Bassec n'avait fait au contraire que s'affaiblir avec l'âge. Le premier contact eut lieu entre eux à l'occasion du dépecement d'un élan fraîchement tué. Cro-Blanc avait obtenu pour sa part un sabot et un tibia où adhérait un morceau de viande. À l'écart, derrière un buisson, et loin de la bousculade des autres chiens, il dévorait tranquillement sa proie, lorsque Bassec s'élança sur lui. Il riposta en bondissant à son tour sur l'intrus, dont il lacéra la chair, puis se recula hors de sa portée. Bassec, stupéfait de la témérité du louveteau et de son attaque rapide, en demeura figé, regardant stupidement son adversaire, l'os rouge et saignant entre eux. Bassec, qui avait expérimenté déjà la valeur croissante des jeunes chiens autrefois rossés par lui, faisait appel à toute sa sagesse pour supporter ce qu'il ne pouvait empêcher. Au temps passé, il se serait immédiatement jeté sur Cro-Blanc, dans la fureur d'un juste courroux. Mais, connaissant son impuissance, il se contenta de se hérisser fièrement et de regarder le louveteau avec mépris. Cro-Blanc, de son côté, ressentait encore quelque chose de l'ancienne terreur. Il se tassa sur lui-même et se fit petit, tout en cherchant en son esprit le moyen d'opérer une retraite qui ne fût pas trop ignominieuse. Mais Bassec jugea mal de la situation. Il lui parut suffisant d'avoir intimidé le louveteau de son regard méprisant. Cro-Blanc allait fuir et lui laisser la viande. Bassec n'eut pas la patience d'attendre. Considérant sa victoire comme un fait acquis, il s'avança vers la viande. Comme il courbait la tête sans autre précaution pour la flairer, le louveteau se hérissa légèrement. Même alors, rien n'était perdu pour le vieux chien. S'il était resté résolument en place en relevant la tête et en faisant luire la menace de ses yeux, Cro-Blanc se serait piteusement retiré. Mais l'odeur de la chair fraîche montait à ses narines avec un tel attrait qu'il ne put résister au désir d'y goûter sans tarder. C'en était trop pour Cro-Blanc. Il venait pendant trop longtemps d'être le maître incontesté de ses compagnons de route pour se résoudre à demeurer insensible, tandis qu'un autre chien dévorait la viande qui lui appartenait. Il frappa, selon sa coutume, sans avertir. Dès le premier coup de dent, Bassec avait l'oreille mise en ruban, et il n'était pas encore revenu de sa stupeur que d'autres calamités fondaient sur lui. Il était renversé les pattes en l'air, avait la gorge entamée, et, tandis qu'il luttait pour se mettre debout, son épaule recevait 2 fois les crocs du louveteau. Dans une inutile riposte, il fit claquer sur l'air vide une morsure irritée. L'instant d'après, il était atteint au museau et balayé loin de la viande. La situation se trouvait ainsi retournée. Cro-Blanc, hérissé et menaçant, demeurait sur le tibia, tandis que Bassec se tenait en arrière et se préparait à la retraite. Il n'osait plus risquer la bataille avec le louveteau, dont l'attaque rapide le bouleversait, et, plus amèrement, il connaissait l'affaiblissement de l'âge. Il fit un effort héroïque pour sauvegarder sa dignité. Avec calme,
tournant le dos à Cro-Blanc et au tibia, comme si l'un et l'autre eussent été choses dont il n'avait souci et tout à fait indignes de son attention, il s'éloigna d'un pas noble. Et tant qu'il ne fut pas hors de la vue du louveteau, il ne s'arrêta pas pour lécher ses blessures saignantes. Cette nouvelle victoire raffermit la confiance de Cro-Blanc en lui-même et accrut son orgueil. Ferme désormais sur son droit, il allait son chemin dans le camp sans céder le pas à aucun chien, ne craignant plus d'être maltraité, mais redouté de tous, toujours insociable, morose et solitaire, daignant à peine regarder à droite ou à gauche et accepté comme un égal par ses aînés abasourdis. Pas plus qu'il n'endurait un acte hostile, il n'admettait d'ouverture d'amitié. Il prétendait uniquement qu'on le laissât tranquille. Quelques autres rencontres achevèrent d'imposer sa manière de voir aux récalcitrants. Vers la mi-été, Cro-Blanc eut une épreuve. Un jour qu'il trottait seul, silencieux comme de coutume, examinant une nouvelle tente qui s'était élevée sur la lisière du camp pendant son absence, il tomba en plein sur Quicheux. S'étant arrêté, il la regarda. Son souvenir d'elle était vague mais non effacé. À son aspect, elle retroussa sa lèvre avec son ancien grondement de menace. Alors la mémoire revint plus claire au louveteau. Son enfance oubliée, et toutes les réminiscences s'associant à ce grondement qui lui était familier, se précipitèrent à l'esprit de Cro-Blanc. Avant qu'il connût les dieux, Quicheux avait été pour lui le pivot de l'univers. Le flot des anciens sentiments et de l'intimité passée surgit en lui. Il fit vers elle un bond joyeux. Elle le reçut avec ses crocs aigus qui lui ouvrirent la joue jusqu'à l'os. Le louveteau ne comprit pas et se recula, tout démonté et fort intrigué. Quicheux, cependant, n'était pas coupable. Une mère louve n'est pas créée pour se souvenir de ses louveteaux, de ceux d'un an, ni de ceux qui précèdent. Aussi ne reconnut-elle pas Cro-Blanc. Ce n'était pour elle qu'une bête étrangère et un intrus. Ses nouveaux petits lui interdisaient de tolérer aucun animal à proximité. Un des petits louveteaux vint gambader autour de Cro-Blanc. Ils étaient demi-frères, mais ils l'ignoraient tous deux. Cro-Blanc flaira curieusement le petit, mais il fut aussitôt attaqué par Quicheux qui lui déchira la face une seconde fois. Il recula encore plus loin. Les vieux souvenirs et toutes les idées qui s'y associaient moururent à nouveau et retombèrent au tombeau d'où ils avaient ressuscité. Cro-Blanc regarda Quicheux qui était en train de lécher son petit et qui s'arrêtait de temps à autre pour gronder et menacer. Elle était devenue sans intérêt pour lui. Il avait appris à vivre loin d'elle et il l'oublia tout à fait. Dans sa pensée, il n'y eut plus de place pour elle, exactement comme elle n'avait plus, dans la sienne, gardé place pour lui. Il restait là, immobile, tout étourdi, livrant une dernière bataille à ses souvenirs bouleversés, lorsque Quiche renouvela son attaque pour la 3e fois, bien décidé à l'expulser loin de son voisinage. Cro-Blanc se laissa volontairement chasser. C'était une loi de sa race que les mâles ne doivent pas combattre contre les femelles, et Quicheux en était une. Aucune déduction de la vie ni du monde ne lui avait enseigné cette loi. Il la connaissait, immédiate et impérative, par ce même instinct qui avait mis en lui la crainte de l'inconnu et celle de la mort. D'autres mois passèrent. Cro-Blanc devenait plus large de forme et plus massif, tandis que son caractère continuait à se développer selon la ligne tracée par son hérédité et par le milieu ambiant. L'hérédité, comme une argile, était susceptible de prendre des formes diverses selon le monde auquel elle était soumise. Le milieu la pétrissait et lui servait de modèle. Si Cro-Blanc n'était pas venu vers le feu des hommes, le Wild l'eût moulé en un vrai loup. Mais ses dieux lui avaient créé un milieu différent et l'avaient moulé en un chien qui conservait quelque chose du loup, mais qui était tout de même un chien et non un loup. Son caractère avait été pareillement pétri, selon la pression morale que sa nature avait subie. C'était une loi fatale, à laquelle le louveteau n'avait pu échapper. Et tandis qu'il devenait toujours plus insociable avec les autres chiens, plus féroce envers eux,
Castor Gris l'appréciait chaque jour davantage. Quelle que fût cependant sa force physique et morale, Cro-Blanc souffrait d'une faiblesse de caractère insurmontable. Il ne pouvait supporter de voir rire de lui. Le rire humain était à son idée une chose haïssable. Qu'il plût aux dieux de rire entre eux au sujet de n'importe quoi, peu lui soucier. Mais si le rire se tournait de son côté, s'il sentait qu'il en devenait l'objet, alors il entrait en une effroyable rage. Calme et digne en sa sombre gravité l'instant d'avant, il en était métamorphosé. On l'outrageait, pensait-il, et la folie frénétique qui s'emparait de lui durait des heures entières. Malheur au chien qui venait alors gambader à sa portée. Le louveteau connaissait trop bien la loi pour passer sa colère sur Castor Gris, car derrière Castor Gris, il y avait un fouet et un gourdin. Mais derrière les chiens, il n'y avait que l'espace vide où ils détalaient, dès qu'apparaissait Cro-Blanc rendu fou par les rires. Cro-Blanc était dans sa 3e année lorsqu'il y eut une grande famine pour les Indiens du Mackenzie. Le poisson manqua pendant l'été. Durant l'hiver, les caribous oublièrent de faire leur habituelle migration. Les élans étaient rares. Les lièvres avaient presque disparu et toutes les bêtes de proie, tous les animaux qui vivent de la chasse périssaient. Manquant de leur nourriture coutumière, tenaillés par la faim, ils se jetèrent les uns sur les autres et s'entre-dévorèrent. Le plus fort survivait seul. Les dieux de Cro-Blanc étaient sans trêve en chasse de quelque animal. Les plus vieux et les plus faibles d'entre eux moururent d'inanition. Ce n'était dans le camp que gémissements et affres de souffrance. Femmes et enfants tombaient de faim, le peu de nourriture qui restait s'en allant dans le ventre des chasseurs aux yeux creux, qui battaient la forêt dans leur vaine poursuite de la viande. Tandis que les dieux en étaient réduits à manger le cuir de leurs mocassins et de leurs moufles, les chiens dévoraient les harnais dont on les avait déchargés, et jusqu'à la lanière des fouets. Puis les chiens se mangèrent les uns les autres, et les dieux, à leur tour, mangèrent les chiens. Les plus débiles et les moins beaux étaient mangés les premiers. Ceux qui survivaient regardaient et comprenaient. Quelques-uns parmi les plus hardis, croyant faire preuve de sagesse, abandonnèrent les feux des dieux et s'enfuirent dans les forêts. Ils y succombèrent de faim ou furent dévorés par les loups. Dans cette misère, Cro-Blanc se coula lui aussi parmi les bois. L'entraînement de son enfance le rendait plus apte que les autres chiens à la vie sauvage et le guidait dans ses actions. Il s'adonna plus spécialement à la chasse des menues bestioles et reprit ses affûts à l'écureuil, dont il guettait les mouvements sur les arbres, attendant, avec une patience aussi infinie que sa faim, que le prudent petit animal s'aventura sur le sol. Il s'élançait alors de sa cachette, comme un gris projectile, incroyablement rapide et ne manquait jamais son but. Si vif que fût l'envol de l'écureuil, il était trop lent encore. Mais si réussie que fût cette chasse, il n'y avait pas assez d'écureuils pour engraisser ou simplement nourrir Cro-Blanc. Il chassa plus petit, ne dédaigna pas de déterrer les souris des bois, et n'hésita pas à livrer bataille à une belette aussi affamée que lui et bien plus féroce. Au moment où la famine atteignait son point culminant, il s'en revint vers les feux des dieux. Il s'arrêta à quelque distance des tentes, épiant, de la forêt, ce qui se passait dans le camp, évitant d'être découvert et dépouillant les pièges des Indiens du gibier qu'il y trouvait capturé. Il spolia même un piège appartenant à Castor Gris et où un lièvre était pris, tandis que son ancien maître était aéré dans la forêt. Il se reposait souvent, couché sur le sol, si grande était sa faiblesse et tellement le souffle lui manquait. Un jour, il rencontra un jeune loup maigre et demi-mort de besoin. S'il n'avait pas été affamé lui-même, Cro-Blanc aurait pu se joindre à lui et, peut-être, aller reprendre place dans la troupe sauvage de ses frères. Mais étant donné la situation présente, il courut sur le jeune loup, le tua et le mangea. La chance semblait le favoriser.
Toujours, lorsque le besoin de nourriture se faisait le plus durement sentir, il trouvait quelque chose à tuer. Lorsqu'il se sentait surtout faible, il avait le bonheur de ne pas se croiser avec un adversaire plus fort que lui et qui l'eût infailliblement mis à mal. Une troupe de loups qui se précipita sur lui le trouva solidement repu d'un lynx qu'il avait dévoré 2 jours avant. Ce fut une chasse acharnée et sans quartier. Mais Cro-Blanc était plus en forme que ses agresseurs. Il finit par lasser leur poursuite et sauva sa vie. Mieux encore, revenant sur ses pas, il se jeta sur un de ses poursuivants avancés et s'en régala. Quittant ensuite cette région, il s'en vint pérégriner à travers la vallée où il était né. Il y dénicha l'ancienne tanière et y trouva Quicheux. Elle avait fui, comme lui, les feux inhospitaliers des dieux et avait repris possession de son refuge pour mettre au jour une portée. Un seul des nouveau-nés survivait lorsque Cro-Blanc fit son apparition, et cette jeune existence n'était pas destinée à résister encore longtemps en une telle famine. L'accueil de Quicheux à son grand-fils ne fut pas plus affectueux que lors de leur dernière rencontre. Mais Cro-Blanc ne s'en inquiéta pas. Sa force dépassait maintenant celle de sa mère. Il tourna le dos avec philosophie et descendit en trottant vers le torrent. Il obliqua vers la tanière de la mère lynx contre laquelle il avait, en compagnie de Quicheux, combattu voilà bien longtemps. Il s'étendit dans la tanière abandonnée et y dormit tout un jour. Vers la fin de l'été, dans la dernière période de la famine, il se rencontra avec Lip-Lip, qui avait aussi gagné les bois, où il traînait une existence misérable. Ils trottaient tous deux en sens opposé, à la base d'une des falaises qui bordaient le torrent. Inopinément, ils se trouvèrent nez à nez à un tournant du roc. S'étant arrêtés, ils se mirent aussitôt en garde et se jetèrent un méfiant coup d'œil. Cro-Blanc était en splendide condition. La chasse avait été bonne, et depuis 8 jours il s'était repu à gueule que veux-tu, son dernier meurtre n'étant même pas encore digéré. Mais à l'aspect de Lip-Lip, ses poils se hérissèrent tout le long de son dos, d'un mouvement automatique, comme au temps des persécutions passées, et il gronda. Ce qui suivit fut l'affaire d'un instant. Lip-Lip essaya de fuir, mais Cro-Blanc, d'un coup d'épaule, le culbuta et le fit rouler sur le sol. Puis il plongea ses dents dans sa gorge. Tandis que son ennemi agonisait, il tourna en cercle autour de lui, pattes raides et observant. Après quoi, il reprit sa route et s'en alla en trottant le long de la falaise. Peu après cet événement, il s'avança sur la lisière de la forêt, dans la direction d'une étroite clairière qui s'inclinait vers le Mackenzie et où il était déjà venu. Mais maintenant, un campement l'occupait. Il demeura caché parmi les arbres afin d'étudier la situation. Spectacle, sons et odeurs lui étaient familiers. C'était l'ancien campement qui s'était transporté à cet endroit. Spectacle, sons et odeurs différaient cependant du dernier souvenir qu'il en avait gardé. Il n'y avait plus de plaintes ni de gémissements. Des bruits joyeux saluaient ses oreilles, et quand il entendit la voix irritée d'une femme, il sut que derrière cette colère était un estomac plein. Une odeur de poisson frit flottait dans l'air. La nourriture ne manquait pas, et la famine s'en était allée. Alors il sortit hardiment de la forêt et, trottant à travers le village, vint droit à la tente de Castor-Gris. Castor-Gris n'était pas là, mais Clou-Couche le reçut avec des cris de joie. Elle lui donna tout un poisson fraîchement pris, et il se coucha par terre en attendant le retour de Castor-Gris. L'ennemi de sa race. S'il y avait eu dans la nature de Cro-Blanc quelque aptitude, fût-elle de dernier fruit d'un atavisme très ancien, de fraterniser avec les représentants de sa race, plus rien de cette aptitude n'aurait pu subsister du jour où il fut choisi pour être à son tour le chef de file de l'attelage du traîneau. Car dès lors, les autres chiens l'avaient haï. Ils l'avaient haï pour le supplément de viande que lui donnait Mitsa,
haï pour toutes les faveurs, imaginaires ou réelles, qu'il recevait de l'Indien. Haï parce qu'il courait toujours en avant d'eux, balançant devant leurs yeux le panache de sa queue, faisant fuir éternellement hors de leur portée son train de derrière, en une vision constante qui les rendait fous. Par un contre-coup fatal, Cro-Blanc avait rendu haine pour haine. Le rôle qui lui avait été dévolu n'était rien moins qu'agréable. Être contraint de courir avec à ses trousses la troupe hurlante dont chaque chien avait été depuis 3 ans étrillé et asservi par lui était quelque chose dont tout son être se révoltait. Il le fallait pourtant sous peine de la vie, et cette volonté de vivre était plus impérieuse encore. À l'instant où Mítsa donnait le signal du départ, tout l'attelage, d'un même mouvement, s'élançait en avant sur Cro-Blanc en poussant des cris ardents et furieux. Pour lui, pas de résistance possible. S'il se retournait sur ses poursuivants, Mítsa lui cinglait la face de la longue lanière de son fouet. Nulle ressource que de décamper à toute volée. Sa queue et son train de derrière étaient impuissants à mettre à la raison la horde forcenée devant laquelle il fallait qu'il parût fuir. Chaque bond qu'il faisait en avant était une violence à son orgueil, et il bondissait tout le jour. C'était la volonté des dieux que céda son orgueil, qu'il comprima les élans de sa nature, que son être révolté renonça à s'élancer sur les chiens qui le talonnaient. Et derrière la volonté des dieux, il y avait, pour lui donner force de loi, les 30 pieds de long du fouet mordant, en boyau de caribou. Il ne pouvait que ronger son frein, en une sourde révolte intérieure, et donner carrière à sa haine. Nul être ne devint jamais autant que lui l'ennemi de sa race. Il ne demandait pas de quartier et n'en accordait aucun. Différent de la plupart des chefs de file d'attelage qui, lorsque le campement est établi et que les chiens sont dételés, viennent se mettre sous la protection des dieux, Cro-Blanc, dédaignant cette précaution, se promenait hardiment en toute liberté à travers le campement, infligeant chaque nuit à ses ennemis la rançon des affronts qu'il avait subis durant le jour. Avant qu'il fût promu chef, la troupe des chiens s'était habituée à se retirer de son chemin. Maintenant, il n'en était plus de même. Excités par la longue poursuite du jour, accoutumés à le voir fuir et le cerveau s'entraînant à l'idée de la maîtrise incontestée qu'ils exerçaient durant ce temps sur leur adversaire, les chiens ne pouvaient se décider à reculer devant lui et à lui livrer le passage. Dès qu'il apparaissait parmi eux, il y avait tumulte et bataille, grondements et morsures, et balafres mutuels. L'atmosphère que respirait Cro-Blanc était surchargée d'inimitié haineuse et mauvaise. Lorsque Mítsa criait à l'attelage son commandement d'arrêt, Cro-Blanc obéissait aussitôt, et les autres chiens voulaient se jeter immédiatement sur lui. Mais le grand fouet de Mítsa était là qui veillait et les en empêchait. Aussi les chiens avaient-ils compris que, si le traîneau s'arrêtait par ordre de Mítsa, il fallait laisser tomber Cro-Blanc. Si par contre, Cro-Blanc s'arrêtait sans ordre, il était permis de s'élancer sur lui et de le détruire si on le pouvait. De son côté, Cro-Blanc ne tarda pas à se rendre compte de cela, et il ne s'arrêta plus de lui-même. Mais les chiens ne purent jamais prendre l'habitude de le laisser tranquille au campement. Chaque soir, il s'élançait à l'attaque en hurlant, oublieux de la leçon de la nuit précédente, et la nouvelle leçon qu'il recevait était destinée à être aussi vite oubliée. La haine qu'il ressentait pour Cro-Blanc avait d'ailleurs des racines plus profondes dans la dissemblance qu'il sentait exister entre eux et lui. Cette seule cause aurait suffi à la faire naître. Comme lui sans doute, ils étaient des loups domestiqués, mais domestiqués depuis des générations. Ils avaient perdu l'accoutumance du wild dont ils n'avaient conservé qu'une notion, celle de son inconnu terrible et toujours menaçant. C'était le wild, dont il était demeuré plus proche, qu'ils haïssaient dans leurs compagnons. Celui-ci le personnifiait pour eux. Il en était le symbole. Et, quand ils découvraient leurs dents en face de lui, ils se défendaient, en leur pensée,
contre les obscures puissances de destruction qui les environnaient dans l'ombre de la forêt, qui les épiaient sournoisement au-delà de la limite des feux du campement. La seule leçon que les chiens tirèrent de ces combats fut que le jeune loup était trop redoutable pour être affronté seul à seul. Il ne l'attaquait que formé en masse, sans quoi il les eût tous tués l'un après l'autre en une seule nuit. Grâce à cette tactique, ils lui échappèrent. Il pouvait bien culbuter un chien les pattes en l'air, mais la troupe entière était aussitôt sur lui avant qu'il ait eu le temps de donner à la gorge le coup mortel. Au premier signe du conflit, les chiens, même occupés à se quereller entre eux, formaient bloc et lui faisaient face. Pas davantage ils ne pouvaient, malgré leurs efforts, réussir à oxyre Cro-Blanc. Il était à la fois trop vif pour eux, trop formidable et trop prudent. Il évitait les endroits resserrés et prenait le large dès qu'ils essayaient de l'encercler. Quant à le culbuter, pas un chien n'était capable de réussir l'opération. Ses pattes s'accrochaient au sol avec la même ténacité qu'il se cramponnait lui-même à la vie, car se maintenir debout était vivre et se laisser renverser était la mort. Nul mieux que lui ne le savait. Ainsi Cro-Blanc se dressait contre ses propres frères, amolli par les feux de l'homme, affaibli par l'ombre protectrice que les dieux avaient étendue sur eux et les dominait. Il avait déclaré vendetta à tous les chiens, et si féroce était cette vendetta que Castor Gris, tout sauvage et barbare qu'il était lui-même, ne pouvait s'empêcher d'en être émerveillé. Jamais, il le jurait, il n'y avait eu sur la terre le pareil de cet animal. Cro-Blanc approchait de ses 5 ans lorsque Castor Gris l'emmena en un autre grand voyage. Parmi les villages riverains du Mackenzie, d'où ils passèrent dans les montagnes rocheuses entre le Porcupine et le Yukon, longtemps on se souvint du carnage de chiens auquel se livra Cro-Blanc. Sur toute sa race, il s'adonna librement à la vengeance. Il y avait là des tas de chiens naïfs et sans défiance, n'ayant pas appris à déjouer ses coups rapides, à se garder de son attaque brusquée que ne précédait aucun avertissement. Tandis qu'ils perdaient leur temps en préliminaire de bataille et hérissaient leurs poils, il était déjà sur eux sans un aboi, tel un éclair qui porte la mort à l'instant même où on le voit, et il les massacrait avant qu'ils fussent seulement revenus de leur surprise. Il était, en vérité, devenu un admirable champion. Il savait économiser ses forces et jamais ne les outrepasser. Jamais non plus il ne se perdait en une longue bataille. Si le coup rapide qu'il portait était manqué, aussi rapidement il se retirait en arrière. Comme tous les loups, il n'aimait pas les corps à corps, ni les contacts prolongés. Le wild lui avait appris que le contact, c'était le piège, le danger ignoré. L'important était de se tenir libre de toute étreinte, de bondir à son gré sur l'adversaire, de rester juge, à distance, de la marche de la bataille. Ce système lui assurait d'ordinaire une victoire facile sur les chiens qui se rencontraient avec lui pour la première fois. Sans doute y avait-il des exceptions. Il arrivait que plusieurs chiens réussissaient à sauter sur lui et à le rosser avant qu'il pût se dégager. D'autres fois, un chien isolé lui administrait une profonde morsure. Mais ce n'étaient là que des accidents peu fréquents et, en règle générale, il se retirait indemne de toutes ces rencontres. Une autre de ses qualités était de posséder une notion rigoureusement exacte du temps et de la distance. C'était inconscient et automatique. Sans réflexion ni calcul de sa part, l'organe visuel dont il était doué portait juste, au-delà de la moyenne qui se rencontre chez les autres bêtes de sa race. Son cerveau recevait parallèlement l'impression des nerfs optiques et, par un mécanisme bien réglé qu'il devait à la nature, en tirait aussitôt parti. L'action suivait de près, bien réglée dans l'espace et dans le temps, et une fraction infinitésimale de seconde, nettement perçue et utilisée, suffisait souvent à assurer la victoire à Cro-Blanc. La caravane arriva durant l'été à Fort Yukon. Castor Gris, après avoir profité du gel de l'hiver pour traverser les rivières qui coulent entre le Mackenzie et le Yukon, avait occupé le printemps à la chasse dans les montagnes rocheuses. Lorsque la débâcle des glaces fut venue, il s'était construit un canot et avait descendu le courant du Porcupine
jusqu'au point de jonction de ce fleuve avec le Yukon, sous le cercle arctique exactement. C'est à cet endroit que se trouve le vieux fort qui appartient à l'Hudson Bay Company. Les Indiens y étaient nombreux, les provisions abondantes, l'animation sans précédent. C'était l'été de 1898. Des milliers de chercheurs d'or étaient venus aussi jusqu'au Yukon, se dirigeant vers Dawson et le Klondike. Ils étaient encore à des centaines de miles du but de leur voyage, et beaucoup d'entre eux, cependant, étaient en route depuis 1 an. Le moindre parcours effectué par eux était de 5000 miles. Beaucoup venaient de l'autre hémisphère. Là, Castor Gris s'arrêta. Une rumeur était arrivée à ses oreilles, de la course alors, et il apportait avec lui plusieurs ballots de fourrure, d'autres de moufles, d'autres de mocassins. L'espoir de larges profits l'avait incité à s'aventurer en cette longue course. Mais ce qu'il avait espéré ne fut rien en regard de la réalité. Ses rêves les plus extravagants n'avaient pas escompté un gain de plus de 100%. C'était 1000% qui s'offraient à lui. En bon indien, quand il vit cela, il installa sans hâte et soigneusement son commerce, décidé à prendre l'été entier et l'hiver suivant au besoin, pour tirer tout le parti possible et le plus avantageux de sa marchandise. Ce fut à Fort Yukon que Cro-Blanc vit les premiers hommes blancs. Comparés aux Indiens qu'il avait connus, ils lui semblèrent des êtres d'une autre espèce, une race de dieux supérieurs. Son impression fut qu'ils possédaient un plus grand pouvoir, et c'est dans le pouvoir que réside la divinité des dieux. Ce fut un sentiment qu'il éprouva, plus qu'il ne raisonna cette impression. De même que dans son enfance, l'ampleur des tentes, élevées par les premiers hommes qu'il avait rencontrés, avait frappé son esprit comme une manifestation de puissance, de même encore il était frappé maintenant par les maisons qu'il voyait et qui étaient construites, comme le fort lui-même, de rondins massifs. Voilà qui était de la puissance. Le pouvoir des dieux blancs était supérieur à celui des dieux qu'il avait adorés jusque-là, supérieur même à celui de Castor Gris, de ceux-ci le plus puissant, et qui ne semblait plus, parmi les dieux à peau blanche, qu'un petit dieu enfant. D'abord, il s'était montré soupçonneux envers eux. Pendant les premières heures qui suivirent son arrivée, il les examinait avec grand soin, tout en craignant d'être remarqué lui-même, et il se tenait à une prudente distance. Puis, voyant que près d'eux, aucun mal n'advenait aux chiens, il s'approcha davantage. De leur côté, ils l'examinaient avec une extrême curiosité. Son étrange apparence attirait leur attention, et ils se le montraient du doigt les uns aux autres. Ses doigts tendus ne disaient rien de bon à Cro-Blanc, et quand les dieux blancs tentaient de s'approcher de lui, il montrait les dents et se reculait. Pas un ne réussit à poser sa main sur lui, et si quelqu'un avait insisté, ce n'eût pas été sans dommage. Cro-Blanc connut bientôt qu'un petit nombre de dieux blancs, pas plus d'une douzaine, étaient fixés en cet endroit. Tous les 2 ou 3 jours, un grand vapeur, qui était une autre et colossale manifestation de puissance, accostait au rivage et demeurait quelques heures. D'autres hommes blancs en descendaient à terre, puis se rembarquaient. Le nombre de ceux-là semblait être infini. En un seul jour, Cro-Blanc en vit plus qu'il n'avait vu d'Indiens dans toute sa vie. Et les jours qui suivirent, les hommes blancs continuaient à arriver par le fleuve, à s'arrêter durant quelques instants, puis à repartir sur l'eau et disparaître. Mais si les dieux blancs paraissaient comme tout-puissants, leurs chiens ne comptaient pas pour beaucoup. Ceux-ci, Cro-Blanc le découvrit rapidement en se mêlant à ceux de ces chiens qui venaient à terre avec leur maître. Ils étaient de formes diverses et de grandeurs différentes. Les uns avaient les pattes courtes, trop courtes, d'autres les avaient longues, trop longues. Ils ne possédaient pas une fourrure semblable à la sienne, mais des poils très fins. Chez quelques-uns même, le poil était tellement ras qu'on eût dit qu'ils n'en avaient point, et pas un d'entre eux ne savait combattre. Étant donné son hostilité pour tous les représentants de sa race, il était fatal que Cro-Blanc entrât en lutte avec les nouveaux venus. Il n'y manqua pas, et conçut immédiatement pour eux un profond mépris. Ils étaient de leur nature ingénus et inoffensifs. En cas de combat, ils menaient grand bruit et s'agitaient autour de leur adversaire, demandant à leur force une victoire que donnent l'adresse et la ruse. En aboyant,
Il s'élançait sur Cro-Blanc qui sautait de côté et qui, tandis qu'ils en étaient encore à se retourner, les happait à l'épaule, les retournait sur le dos et leur portait son cou à la gorge. Cela fait, Cro-Blanc se retirait à l'écart, livrant sa victime aux chiens indiens qui se chargeaient de l'achever. Car c'était un sage. Il savait depuis longtemps que les dieux s'irritent lorsqu'on tue leurs chiens, et les dieux blancs ne faisaient pas exception à cette règle. Il se contentait donc de préparer la besogne, puis, à l'abri lui-même, il regardait paisiblement pierres, bâtons, haches et toutes sortes d'armes contondantes s'abattre sur ses compagnons. Cro-Blanc était un grand sage. Parfois, la vengeance des dieux outragés ne laissait pas d'être terrible. L'un d'eux, ayant vu son chien, un setter, mis en pièces sous ses yeux, prit un revolver. Il fit feu coup sur coup 6 fois de suite, et 6 des agresseurs restèrent sur place, morts ou à demi. Autre manifestation de puissance qui se grava profondément dans le cerveau de Cro-Blanc. Au reste, peu lui importait ces fâcheuses aventures, puisqu'il était toujours assez habile pour s'en tirer indemne. Tout d'abord, le meurtre des chiens des hommes blancs avait été pour lui un simple divertissement. Il devint bientôt son unique occupation. C'était la seule manière d'utiliser son temps, tandis que Castor Gris s'adonnait à son commerce et faisait fortune. Avec la troupe des chiens indiens, il attendait l'arrivée des vapeurs, et dès que l'un d'eux avait accosté, le jeu commençait. Ses compagnons avaient à leur tour appris à être sages. Aussitôt qu'elles voyaient les hommes blancs, revenus de leur première surprise, siffler leurs chiens pour les rappeler à bord et se préparer à foncer sur elles, la bande s'éparpillait à toute vitesse. Puis le jeu cessait pour reprendre au prochain bateau. Toujours Cro-Blanc était chargé d'allumer la querelle avec les chiens étrangers. Il y réussissait facilement, car pour eux, plus encore que pour ses compagnons, il était le wild farouche, abandonné et trahi par eux, et qu'il craignait obscurément de voir les reprendre. Venu du doux monde du sud vers les rives du Yukon, sur la sombre et redoutable terre du Nord, il ne pouvait résister longtemps à l'inconsciente impulsion qui les poussait à s'élancer sur Cro-Blanc. Si amollis qu'ils fussent par l'accoutumance des villes, et si oublieux du passé de leurs ancêtres, si lointaine que fût en eux la notion du wild, ils la sentaient soudain tressaillir au fond de leur être dès qu'ils se trouvaient en présence de la créature hybride qui était Cro-Blanc. Devant le loup qui était en lui, et qui leur apparaissait tout à coup dans la claire lumière du jour, ils se souvenaient de l'ancien ennemi. Il était pour eux une proie légitime, comme eux-mêmes, pour lui, en étaient une.